Je suis avec Bertrand Siosberg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'atelier parisien de surélévation et vous vous appelez vous-même promoteur aérien. Expliquez-nous ce très beau terme. Alors merci de l'invitation. Le promoteur aérien est une nouvelle typologie de métier dans la promotion, c'est-à-dire qu'un promoteur classique achète une parcelle d'un terrain construit dessus et revend. Moi j'achète la même chose, mais j'achète les toits de Paris. J'achète en hauteur, d'où la promotion aérienne. J'achète des droits à construire et je paye en travaux et en argent auprès des copropriétaires qui sont les vendeurs, tout simplement. Alors comment ça marche? Quelles sont les étapes pour acheter un toit et après qu'est-ce que vous en faites? Alors il faut savoir qu'un projet de promotion est un projet assez long. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait l'administration valide, une faisabilité technique. Ensuite, il faut regarder avec la copropriété, l'aval de la copropriété en assemblée générale. Et ensuite, on dépose un permis de construire. Donc pour résumer, les grandes étapes, il y a une partie administrative où nous allons voir l'urbanisme de Paris pour valider la possibilité de construction. Ensuite, nous votons en assemblée générale le droit à construire et la somme négociée les travaux. Nous déposons un permis de construire et nous achetons le droit et après nous construisons. Et alors qu'est-ce que c'est la surélévation? Même si du coup on peut comprendre un petit peu ce que vous faites, mais... La surélévation, c'est assez simple. Quand on voit Paris, on regarde, il y a eu plusieurs étapes de surélévation à travers la vie de Paris. Il y en a eu 5 majeures, notamment une après-guerre, où nous voyons qu'il y a eu un besoin de densification et les pouvoirs publics ont favorisé les lois pour pouvoir augmenter le nombre d'habitants par immeuble, sachant qu'au centre, par terre, les vides sont faibles, les terrains à construire sont très limités, donc la seule réserve de foncier c'est dans le ciel. Donc ce que ça fait, une surélévation, c'est concrètement, nous achetons un toit et nous surélevons un étage, 2 étages, 3 étages, et à la fin, l'objectif est de payer l'intégralité des charges. Nous offrons un ravalement, nous offrons un ascenseur, nous offrons la rénovation des parties communes aux copropriétaires, et en fonction du nombre de mètres carrés et de la vendabilité des biens, on peut même donner de l'argent, et cet argent est défiscalisé. Donc les pouvoirs publics favorisent ces transferts, cet argent, cette initiative, de façon à avoir un écosystème complètement pertinent et vertueux, avec les gros travaux de rénovation payés, des nouveaux copropriétaires pour diluer les charges, et par nature aussi, un petit côté écologique, nous évitons les passoires thermiques, nous faisons un nouveau toit. Nous végétalisons les toits, donc nous arrivons à faire un vrai geste écologique, moins de pertes de déperdition d'énergie, des nouvelles isolations aux normes, de plus de copropriétaires, moins de trajets longs parce qu'on densifie les villes, plus d'utilisation des réseaux urbains, donc c'est complètement vertueux. Alors, vous disiez que les pouvoirs publics voulaient densifier les villes. On voit aussi beaucoup ces derniers temps qu'on végétalise, on utilise nos murs pour faire pousser des choses, pour réintroduire l'agriculture dans les villes. Est-ce qu'on n'en demande pas trop à nos immeubles? Je crois pas. Je crois que c'est plutôt pertinent de pouvoir exploiter le toit des immeubles avec des projets personnalisés. On nous demande si de temps en temps on veut faire des jardins potagers, c'est possible. On peut éventuellement mettre des ruches. Après, il faut rester assez simple et concret. Nous sommes promoteurs, c'est-à-dire que nous partageons la valeur des biens futurs à vendre avec la copropriété. Donc il est dans notre intérêt de faire des beaux volumes, des hautes hauteurs sous plafond, des belles terrasses. Donc plus nous vendons cher les lots, plus nous pouvons partager la valeur avec les copropriétaires. Donc oui, c'est absolument possible, on peut le faire, mais attention, il faut regarder si l'immeuble peut supporter la charge complémentaire d'un étage, 2 étages, 3 étages. Donc il faut regarder. Il y a de nombreux freins. Il y a les freins administratifs. Est-ce qu'il y a des vues arrière? Est-ce qu'on enlève le ciel à des personnes qui étaient devant, qui sont derrière l'immeuble? Il y a des règles. Ensuite, est-ce que l'immeuble peut soutenir la charge complémentaire? Et ensuite, quand nous on se greffe sur le plateau d'un toit d'un immeuble, est-ce qu'on peut se brancher sur les fluides existants? Comment ça marche? Parce qu'on ne construit pas du sol, donc il faut qu'on accepte et qu'on customise un projet sur l'existant
d'un immeuble qui a déjà eu sa vie. Et alors de temps en temps, on construit sur un toit plat béton, ça a plus de sens. Mais dans d'autres cas, on doit déposer le toit et reconstruire les nouveaux étages. À part dans certaines zones de Paris et de ses environs, Paris n'est pas une ville à grands immeubles, de ce qu'on peut voir en tout cas d'un point de vue extérieur, et par rapport à d'autres grandes capitales, qu'elles soient européennes Ouais. ou internationales. Est-ce que c'est compliqué de travailler à Paris, de faire de la surélévation à Paris? Est-ce qu'il y a particulièrement des freins ou des zones à protéger? Alors, il y a des zones protégées qui sont intouchables, le centre de Paris notamment. Ensuite, tout est faisable pourvu qu'on reste dans les clous du plan local d'urbanisme et des considérations demandées par les architectes des bâtiments de France, l'urbanisme, la commission du Vieux Paris, etc. Donc, en aucun cas, l'urbaniste validerait une extension surnaturelle d'un immeuble au milieu d'une zone ça n'aurait pas de sens. Donc on est plutôt dans une dynamique de combler les dents creuses. Vous savez, une dent creuse, c'est quand un immeuble est plus bas que celui du voisin, on arrive à combler les dents creuses. Ça permet visuellement d'harmoniser les toits et ça permet de densifier. Voilà, donc en fonction, tout est régi par le plan local d'urbanisme. On n'a absolument aucune liberté, il y a des couches administratives qu'on doit respecter à la lettre. Il n'y a pas un propriétaire qui dit « moi je donne mon aval mais je veux 10 étages », il n'y a rien du tout. Est-ce que c'est légal ou non? Les pouvoirs publics aident, pour peu, qu'on reste dans la loi tout simplement. Et comment est-ce que ça se décide, la hauteur que vous allez faire? C'est vous qui proposez un nombre d'étages à ajouter? Comment est-ce que vous procédez? Là encore, on revient par exemple à Paris ou sa banlieue, c'est la même chose. Il y a un plan local d'urbanisme très défini. À Paris, chaque bloc, chaque rue, on sait qu'un immeuble peut être élevé à 15 mètres, 17 mètres, 21 mètres, 31 mètres, etc. Donc concrètement, on regarde l'existant et on regarde la faisabilité. Et dans certains cas, on a gagné un projet dans le 5e arrondissement il y a quelques mois. On avait un gabarit qui nous permettait de monter 4 étages complémentaires, mais l'urbanisme a dit « je refuse, je vous autorise que 2 étages pour rester à l'héberge à la hauteur de l'immeuble de droite et l'immeuble de gauche ». Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est une discussion qu'on a avec les spécialistes pour dire « ça a du sens, vous allez le faire en escalier, ou alors vous montez au plus haut de l'immeuble d'à côté, ou vous faites un demi-étage, ou voilà, etc. » Notre enjeu, nous, c'est de trouver le bon deal, la bonne configuration pour qu'il y ait assez de mètres carrés pour faire une promotion et partager la bonne valeur avec les copropriétaires. Merci beaucoup Bertrand Sjösberg. Merci de m'avoir invité.